tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui, on va le dire, commence quand même à nous courir un peu sur les nerfs pour ne pas dire autre chose. Vous le savez, sur cette chaîne, nous nous employons à vous livrer analyses, explorations, histoires et autres découvertes autour de notre saga préférée et de toute l'actualité plus largement de J.K. Rowling. Mais nous nous sommes aussi fixé un impératif, celui de vous devoir toujours une honnêteté à 100% et de toujours dire ce que l'on pense de la manière la plus cash possible et même la plus directe. Quand J.K. Rowling a subi des attaques injustes, dégueulasses et violentes, nous avons fait plusieurs vidéos pour vous donner notre avis et prendre sa défense. Nous avons toujours été du côté de J.K. Rowling, nous avons toujours refusé de céder aux pressions, aux menaces, aux insultes de personnes qui ont décidé de faire du combat contre J.K. Rowling une sorte de mantra, presque un leitmotiv au quotidien, tout en ayant le regard focalisé sur l'argent et les partenariats qu'ils gagnent chaque jour sur le dos de celles qu'ils adorent critiquer. La période qui s'est ouverte depuis 2018 autour des animaux fantastiques, avec notamment l'affaire Depp qui a été dans un premier temps accusée de tous les maux de la terre, puis l'affaire Ezra Miller qui a dérangé beaucoup de monde, même si il faut dire que pour des raisons curieuses, effectivement on en a un petit peu moins parlé, puis ensuite tous les appels au boycott et enfin les polémiques débiles au sujet de J.K. Rowling, tout ça a été évidemment très compliqué, a donc considérablement modifié la manière dont le Wizarding World évolue et a été traité par la presse et ce qu'il convient d'appeler évidemment les influenceurs. Là où tout avant était prétexte pour encenser J.K. Rowling et profiter du succès sans aucune limite de son monde magique, il a fallu se mettre à la détester et à descendre absolument toutes ses productions, et c'est même devenu finalement un effet de mode. Il faut dire que Harry Potter est un plagiat, il faut dire que J.K. Rowling est trans quelque chose, il faut dire que les animaux fantastiques sont un échec, il faut dire que le troisième film ne sera diffusé qu'à la télévision et sera le dernier car il est tellement mauvais qu'il ne peut pas sortir au cinéma. Il faut dire que L'Enfant Maudit est une fiction. Il faut dire que tous les acteurs détestent J.K. Rowling en mettant bien de côté ceux, et ils sont pour le coup illustres, qui la soutiennent. Il faut dire que Harry Potter est problématique. Il faut dire que Harry Potter est grosse quelque chose. Il faut dire que Harry Potter est misogyne. Il faut dire que Harry Potter est raciste. Il faut dire que Harry Potter est antisémite. Il faut dire que Harry Potter est phobe quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, on nage dans un délire absolument complet, total et surtout particulièrement malsain, mené par de petites communautés de no-life qui passent leur vie sur Twitter en imaginant que le monde réel ressemble à des délires que l'on exprime généralement en 140 caractères. Forcément, pour plaire, il faut être dans le trend, dans la mode des réseaux sociaux. Il faut faire le buzz. Par contre, on vous rassure, toutes ces personnes qui profitent allègrement des avantages, des partenariats et autres rémunérations des réseaux sociaux n'ont jamais rendu un seul euro à J.K. Rowling et continuent à encaisser avec beaucoup d'impatience chaque mois ce qu'ils gagnent sur le dos de la créatrice qu'ils détestent tant. Les convictions ont souvent pour principale limite la cohérence, mais passons sur ce point. On savait que la sortie du troisième film allait déchaîner les passions. On savait qu'une majorité de critiques allait être mauvaise, orientée à l'encontre de J.K. Rowling et de la production. Ça semblait presque une évidence. On savait aussi que beaucoup allaient devoir réussir le tour de force de parler des animaux fantastiques sans jamais citer le nom de J.K. Rowling. Bah oui, il faut bien se faire de l'argent sur son dos tout en allant attribuer le mérite d'un film à Steve Kloves. Par contre, si on choisit de descendre le film, là, absolument aucune difficulté. On peut descendre J.K. Rowling de la même manière. Ça marche, c'est miraculeux comme la mauvaise foi peut parfois faire effectivement des miracles. Bref, quand on a vu tomber les premières critiques de la presse américaine et anglo-saxonne, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles étaient salées. Bien évidemment, il y en avait quelques bonnes, mais pour la plupart quand même, elles étaient relativement catastrophiques. Petit florilège, donc le Herald qui dit « Pendant au moins les 150 premières minutes, les secrets de Dumbledore avancent péniblement dans un état d'ennui aimable. » Eh bien. Ensuite, Variety, qui est très lu. Les plaisirs que procureront ce troisième opus au public seront très variables. Cela agacera sans doute les spectateurs occasionnels, comprendre les non-initiés du Wizarding World. Ben voyons, c'est bien connu, le troisième volet d'une saga se découvre nécessairement sans connaître l'univers. C'est un peu comme aller voir Avengers Endgame, comme tout premier film du MCU et se dire que c'est trop génial et tout comprendre du premier coup. Ensuite, un autre journal spécialisé pour le coup dans le cinéma, The Insider, qui dit le film est un patchwork qui essaye de faire oublier toute presse négative. On n'a pas bien compris. On peut admettre que cela fonctionne en partie jusqu'au moment où vous commencez à essayer de trouver une logique au film. Ben voyons. The Globe, un film extraordinairement interminable. Malheureusement, c'est le voyage de Norbert et il est presque irregardable. Rien que ça. Ensuite, Polygone, une autre revue spécialisée dans le cinéma. Une tentative évidente de redresser la barre, mais cela s'est transformé en une mission absolument calamiteuse. Bon, bref, on arrête là le massacre sur les retours négatifs. Alors évidemment, il y a aussi des retours positifs qui se contentent généralement de souligner la difficulté pour des non-fans à s'y retrouver, ou alors pour saluer
saluer l'immense travail de Steve Kloves, qui est devenu co-scénariste du film, en prenant garde d'ailleurs de ne jamais citer ou très rarement le nom de J.K. Rowling, sauf pour les gratigner au passage au sujet des propos qu'elle a pu tenir il y a 2 ans. Certains sites internet, spécialement dédiés à l'univers de Harry Potter, se font même un malin plaisir de ne jamais citer le nom de J.K. Rowling, ce qui est assez extraordinaire quand même. En cohérence, il pourrait au moins s'abstenir d'aller voir le film pour enrichir cet auteur dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, forcément, quand on lit des critiques pareilles, et qu'on est vraiment fan de la saga comme nous vient en tête un peu plusieurs réactions. La première, c'est de souffler brillamment, exercice dans lequel, on vous rassure, on excelle. La seconde réaction, ça va être de s'énerver, là aussi, pas de souci, on est très bon dans le genre. Et la troisième réaction, ça va être quelque part un peu la déception et quelque part le découragement. Se dire que rien n'est possible et qu'on n'arrivera jamais finalement à faire entendre raison, tout du moins à faire entendre notre voix et la voix de ceux qui soutiennent J.K. Rowling, et qu'on continuera à assister à ce saccage quasi permanent de l'œuvre de cet auteur qui est quand même une femme absolument extraordinaire, car comme souvent lorsque l'on parle de presse, on retient surtout les critiques négatives. Psychologiquement, le cerveau humain, il est créé pour ça. On écoute, on intègre, on apprend et on répercute. Le schéma est toujours le même. Les critiques des films sortent toujours, en tout cas dans 95% des cas, avant même que le film ne soit présenté en salle. Les spectateurs ou futurs spectateurs vont donc tomber, grâce aux algorithmes, notamment sur les réseaux sociaux et aux comptes qu'ils ont l'habitude de suivre, assez rapidement sur ces mêmes critiques. Au fur et à mesure de l'agrégation permanente, ou quasi permanente en tout cas de critiques, on va se le dire entre nous, plus ou moins bonnes, le spectateur finit par se faire une opinion a priori avant même d'avoir vu le film. Certains y attachent plus d'importance, d'autres sont davantage détachés, les effets peuvent donc être relativement multiples. Alors, faut-il croire les critiques de presse? Loin de nous l'envie de remettre en cause ni la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, il va sans dire. Mais dans cette vidéo, on sait qu'il y a des limites, et dans cette période troublée, on observe que certains mécanismes sont mis en œuvre pour tenter finalement de produire un échec ou un semi-échec du film. C'est très habile, mais c'est pas franchement super honnête non plus comme méthode. Alors, cela répond à une logique relativement bien huilée, car forcément un échec de film va permettre derrière de produire de nombreux articles. On est vraiment dans le storytelling, alors qu'une réussite va permettre peut-être 1 ou 2 articles pour faire état de bons résultats. Ça donne quand même beaucoup moins de contenu à produire, et donc à l'heure de la surconsommation de contenu, qui en plus est sponsorisé la plupart du temps par des publicités, forcément ce n'est pas très bon pour les affaires. Les belles histoires s'écrivent, il faut le savoir dans la presse, dans les échecs des autres, et il ne faut pas oublier cela pour bien comprendre comment fonctionne le modèle de la presse aujourd'hui. Autre principe, c'est évidemment de pointer des éléments gênants pour décourager le spectateur. Petit florilège, il y aurait trop d'intrigues, trop de sous-intrigues, le film serait trop compliqué, le film s'adresserait surtout aux personnes qui ont vu les 2 premiers volets, et les films Harry Potter. Bref, on vous explique presque que vous allez assister à une épreuve qui vous demandera de beaucoup réfléchir et va vous renvoyer ensuite chez vous, épuisé, crevé, au bord du coma, bref, vous n'en pourrez plus, vous allez être épuisé, est-ce que ça vous donne envie? Et pourtant, on assiste là à une critique qui, même sans avoir vu le film, est déjà franchement plus que limite intellectuellement, dans la mesure où il est quand même rare d'aller voir le 3e film d'une saga sans avoir vu les 2 premiers volets. Il faut quand même bien reconnaître qu'il est très rare qu'un spectateur aille au cinéma pour voir un film d'une saga sans connaître rien des tenants et aboutissants de cette même saga. Ou alors c'est qu'on accompagne par exemple des enfants qu'on ne souhaite pas laisser tout seuls pour voir le dernier dessin animé qui est sorti, qu'ils ont vu 58 fois à la télévision. Il faut se le dire très honnêtement. Cette critique est d'autant plus facile qu'elle est valable pour tout film au cœur d'une saga, et autant dire qu'on peut recycler cette critique à l'envi en permanence sans aucune difficulté sur tous les films du MCU, sur Star Wars, sur Indiana Jones, sur les films d'ici, sur James Bond, sur Mission Impossible, sur Jurassic Park, sur Jurassic World tant qu'on y est, sur les X-Men, sur le Seigneur des Anneaux, sur le Hobbit, sur Game of Thrones, puis sur toutes les séries, tant qu'on y est, on peut aller très loin en la matière, vous l'aurez compris. C'est sûr que si vous commencez à regarder la saison 7 de Game of Thrones, même si elle n'est pas terrible, et que vous n'avez pas vu les 6 précédentes, c'est sûr que vous allez être un petit peu largué, on peut l'imaginer. Bref, ce que l'on attend en tant que fan, c'est pas un film de 2h30 avec une lecture binaire, il y a des gentils, il y a des méchants, on fait une battle, merci, ça fera 15 € la place de cinéma. Non, c'est pas ce qu'on attend. Bien sûr qu'on veut des intrigues multiples, des sous-intrigues, des querelles, des kyrielles finalement de personnages. Cela permet de revoir le film plusieurs fois et donc de se faire une bonne idée finalement des choses et de la complexité d'un monde, donc du monde magique, qui nous passionne. Inutile donc de chercher à faire reculer les spectateurs avec de tels arguments qui n'ont franchement pas lieu d'être. Autre problématique qui nous gêne quand même de manière régulière dans les critiques qui sont adressées au monde magique, c'est qu'elles viennent souvent de journalistes ou de médias qui ne sont pas spécialisés dans la culture pop. Il y en a très peu sur le marché, ainsi on se retrouve souvent avec des critiques en provenance de journalistes qui ne connaissent pas nécessairement, par exemple, dans notre cas, le monde magique, ou n'ont pas non plus les connaissances nécessaires et se font envoyer en reportage sur des films qui sont donc pour eux des films un peu comme les 400 autres qu'ils vont voir dans l'année. Alors certains journalistes sont eux pour le coup de vrais connaisseurs de la culture pop. C'est le cas par exemple des journalistes du Point Pop, où là vous avez de véritables
connaisseurs et des gens qui suivent absolument toutes les sagas et qui sont très pointus, par exemple que ce soit sur Star Wars, sur Marvel ou autres. Mais d'autres journalistes sont nécessairement moins solides en la matière, malgré une approche peut-être plus culturelle, plus profonde sur le monde du cinéma, avec une vision peut-être beaucoup plus globale, mais qui sont du coup spécialisés sur d'autres genres qui n'ont rien à voir avec la culture pop. En l'occurrence, il n'y a quasiment jamais de journalistes dans les grandes rédactions qui sont en lien direct avec cette culture, sauf quand par chance un journaliste se trouve être aussi un passionné, et ça peut arriver évidemment. Le fait est que souvent les critiques cherchent à nous imposer un avis, et c'est d'autant plus vrai lorsque nous devons faire face à une idéologie mainstream particulièrement forte dans les milieux culturels et qui fait de la lutte contre J.K. Rowling par exemple un acte quasi militant, même militant d'ailleurs dans certaines situations. Ceci vient évidemment poser question, notamment sur l'impartialité qui est l'une des règles de base du journalisme. Alors, la plupart du temps, les articles se veulent faussement sympathiques, mais le ton général demeure pour le moins quand même souvent très virulent, et il en va de même pour la manière dont est traitée l'actualité. Par exemple, on parlera davantage des nouveaux déboires judiciaires, cette fois-ci d'Ezra Miller, que sur les 1,5 million de livres sterling donnés par J.K. Rowling aux réfugiés ukrainiens, ce qui représente, mine de rien, le don privé le plus important de toute l'Europe. Il en était d'ailleurs de même pour l'aide aux personnes touchées par la pandémie en Grande-Bretagne, mais bon, tout ça est un sacré sujet en soi, on pourrait en discuter pendant des heures. Pour ce qui est des influenceurs, le sujet est encore un peu différent des journalistes, car rappelons-le, contrairement aux journalistes, un influenceur n'est soumis à quasiment aucune règle légale, et encore moins à des règles déontologiques d'impartialité ou d'objectivité. Chaque influenceur est donc libre de son contenu, comme nous, et nous ne le remettons absolument pas du tout en cause. Rentre alors en jeu une autre question, qui est celle de la cohérence personnelle. Est-il possible de se regarder dans le miroir quand on a une haine pas possible vis-à-vis de J.K. Rowling, tout en encaissant revenus et avantages d'une œuvre écrite par cette même J.K. Rowling? Alors, l'influenceur, généralement pris sur le fait, tentera la pirouette extraordinaire qui consiste à dire que non, Harry Potter n'appartient pas à son auteur, mais appartient à ses fans. Mais bien sûr, personne ne peut croire à cela. C'est comme dire que le Seigneur des Anneaux n'appartient pas à Tolkien. Bref, de plus, et c'est là où ça en deviendrait franchement assez drôle si ce n'était pitoyable, c'est de toujours continuer à profiter d'avantages et de revenus en venant expliquer que la dite œuvre est problématique. Bref, vous l'aurez compris, de notre côté, vous n'aurez jamais à subir ce genre de choses, car c'est vraiment avoir très peu de considération pour les fans, et ce n'est pas du tout notre conception des choses. Vous l'aurez donc compris, toute critique, si elle peut être parfois juste et intéressante, cache parfois des intérêts bien peu reluisants. C'est pour ça que nous vous invitons en permanence à vous faire une idée par vous-même. Ne vous laissez jamais influencer, ni par nous, ni par d'autres influenceurs. Ne vous laissez pas imposer une pensée qui ne vous correspond pas. L'important, c'est de vous construire votre propre avis, votre propre critique, et surtout de la partager, donc discuter, de savoir prendre du recul, de prendre le temps d'analyser, de profiter aussi d'une œuvre. C'est ça aussi qui est très important. Le sens critique est peut-être l'une des qualités les plus importantes dans la vie personnelle, professionnelle également. Il est donc important de le faire travailler et toujours en toute indépendance. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec quelqu'un, vous avez le droit d'avoir votre avis, d'avoir vos pensées, et tous ceux qui vous disent que vous ne pensez pas bien, que vous ne comprenez pas bien, que vous avez des choses à vous faire pardonner, etc., sont quand même des personnes qui ont une curieuse conception de la liberté d'expression et de la liberté de parole, mais aussi de la liberté de penser. Alors, on vous dira que ce que vous pensez n'est pas une opinion, mais un délit. Celle-là, on nous l'a sortie en long, en large et en travers sur J.K. Rowling et ses propos. Nous mettons au défi ces apprentis juristes qui se cachent derrière une pseudo-tolérance à géométrie extrêmement variable, de nous présenter un vrai raisonnement juridique et même à porter plainte d'ailleurs contre chaque personne, nous compris, qui défendons J.K. Rowling. Ça peut être très très drôle là pour le coup. Bref, dimanche, nous découvrirons pour la première fois les secrets de Dumbledore et nous pourrons donc dès dimanche soir vous livrer notre critique 100% sans aucun spoiler de ce troisième volet si attendu. Mais d'ici là, vous allez être confronté à beaucoup d'informations qui vont venir un petit peu de tous les côtés. On va essayer alors soit de vous spoiler, bon ça évidemment c'est très grave et il faut tout de suite tuer toute personne qui essaiera de vous spoiler, hein. On dit évidemment pas sérieusement, vous l'aurez compris, mais nous on essaye de se prévaloir de toutes ces formes de spoilers, hein. On essaye en tout cas, mais vous allez être confronté évidemment à tout un tas de critiques. Et posez-vous toujours la question de ce qu'il y a derrière. Par exemple, quand on vous dit « Ah bah ouais, mais Steve Close a fait un travail absolument extraordinaire ». D'un côté, vous pouvez vous dire « Ah bah ouais, dis donc, c'est une critique qui est sympa ». Mais en fait, elle n'est pas si sympa. Pourquoi? Parce que, ça remet en cause le travail de J.K. Rowling. Il faut quand même savoir qu'elle a fait un énorme boulot sur les Animaux Fantastiques. Et l'histoire, c'est pas Steve Close qui l'a écrit, c'est J.K. Rowling. Le scénario, elle l'a écrit et elle l'a coécrit avec Steve Close. Steve Close, c'est un très très bon scénariste. Il sait faire ça, c'est son métier. Donc on peut imaginer qu'effectivement, il a aidé J.K. Rowling sur un certain
nombre de choses, sur une manière peut-être d'ordonnancer ses idées. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Maintenant, on sait aussi qu'on va avoir un film qui est très dense à la manière un peu des Crimes de Grindelwald, donc ça, c'est quand même quelque chose qui ressemble, bon gré mal gré, à ce que sait faire J.K. Rowling, c'est-à-dire nous donner tout un tas d'informations et nous dire ensuite « Démerdez-vous, on se voit au prochain épisode ». Nous, personnellement, on adore et on adore véritablement ça, donc là-dessus, pas de souci. Mais bon, Steve Kloves, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Encore une fois, très bon scénariste, quelqu'un qui a fait un très bon travail sur un certain nombre de Harry Potter, mais c'est aussi le gars qui s'est dit que de faire passer Harry Potter et le prince de sang mêlé pour une histoire d'adolescents à 3 balles qui ont des relations amoureuses, qui tombent amoureux les uns les autres avec des psychodrames, sex, drug and rock'n'roll, avait dit David Yates à l'époque. Finalement, bon, c'est quand même pas non plus la réussite du siècle, puisque le livre Harry Potter et le prince de sang mêlé contient des intrigues qui sont colossalement importantes pour la suite, et sur lesquelles finalement pas grand chose n'a été dit dans le 6e film, qui est peut-être la pire adaptation de livre Harry Potter qu'on ait jamais vu au cinéma depuis le début de cette saga dans les années 2000. Faut quand même se dire franchement les choses. Steve Kloves n'est pas la perfection. Donc quand on vous présente entre guillemets une critique un peu en mode sympa, ah non mais ouais, Steve Kloves il a fait un super boulot, en fait cette critique là elle sert surtout à taper sur J.K. Rowling, puisque pendant ce temps-là, évidemment ça évite d'avoir à citer le nom de J.K. Rowling. Mais bref, nous dimanche on va en profiter. Et surtout, quand on va avoir les 3 premières notes qui vont commencer des Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore, on aura une énorme pensée, et vraiment une énorme pensée pour J.K. Rowling, et on se dira merci à cette femme d'exister, parce que même dans les moments les plus sombres, elle sait toujours ramener la lumière, et ça, elle le fait à la perfection. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, on se retrouve du coup demain soir pour notre critique 100% sans spoiler, et puis évidemment, vous aurez dans quelques temps aussi une critique avec spoiler, parce que ce sera le plus intéressant évidemment à faire. Et donc d'ici là, on espère vraiment que vous allez passer à tous et toutes un très 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 bon week-end. Reposez-vous, relaxez-vous. Nous sommes enfin dans la semaine de sortie des Animaux Fantastiques 3. On a plein de choses dont on a envie de vous parler à ce sujet-là, mais pour ça, il faudra évidemment attendre encore un petit peu. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans très peu de temps, évidemment, pour enfin débriefer de ce film qu'on attend depuis maintenant plus de 4 ans. Bref, voilà, c'est tout pour maintenant. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous nous rejoignez, ça nous fait toujours plaisir de constater que notre communauté continue à grandir, on se dirige vers les 3500 abonnés, on n'arrive franchement pas à y croire, vous êtes absolument tous magiques. N'oubliez pas aussi de nous laisser un petit like, ça nous encourage toujours à produire du contenu, et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures consacrées au monde magique. Et surtout, n'oubliez jamais que la magie, c'est vous qui l'a fait vivre en permanence dans cet univers créé par J.K. Rowling.